Bonjour à tous. Au menu de votre matinale ce matin, un sujet principal, le bilan des maires actuels à la tête des communes du Bénin. Cela fait 3 ans déjà qu'ils sont en place. Qu'est-ce qui a changé et quelles sont les réformes et leurs impacts sur le quotidien des populations? On en débat tout à l'heure, juste après le commentaire de Franck Kaounou sur le sujet. Notre invité pour nous accompagner, technicien et spécialiste de la question, Dr Modeste William Desrotin, il sera notre spécialiste sur ce plateau. Depuis ce matin, 121 827 candidats sont attendus dans les centres de composition pour l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC dans sa session de juin 2023. Dans cette matinale, nous irons prendre le pouls du lancement officiel de l'opération dans le département de l'Ouémé. Séverin Merkouenou est directeur de l'enseignement secondaire au niveau de ce département. Et il nous dira comment s'est fait le lancement officiel ce matin sur son territoire. Dans les journaux, les détails statistiques à découvrir et dans le bulletin de l'information à présenter par Florence Bossa, le constat d'avant-démarrage de cet examen. Autre élément à suivre dans ce numéro de votre matinale Actu Matin, c'est le récapitulatif de l'actualité. C'est 7 jours au Bénin. Le Bénin en une semaine, chronique d'Idriss Boukari à suivre vers la fin de votre émission. Dans l'actualité telle que proposée par les publications, l'examen du BEPC qui démarre ce matin, comme je vous l'ai annoncé. Nous irons voir ce qu'en disent les journaux dans leur livraison ce matin. Actu Matin, l'information crédible et très tôt sur Canal 3 Bénin. C'est la meilleure chaîne. Bonjour, bienvenue à tous. Et nous ouvrons tout de suite par l'actualité à la une des quotidiens. C'est la une des journaux. On ouvre avec fraternité. Première phase de la politique nationale de santé communautaire. Des soins à portée de main dans 6 communes du Bénin. 1500 relais communautaires et 37 agents de santé communautaire qualifiés déployés dans les ménages. Vous avez tous les détails dans le quotidien Fraternité dans sa production de ce lundi matin. Examen de fin d'année, 121 827 candidats à l'assaut du BEPC. Vous avez donc quelques précisions à la page 3 du quotidien. Innovation technologique, près de toi, prêt pour toi. MTN Sianga, c'est un slogan. Découvrez de quoi il s'agit dans les colonnes du journal qui paraît à Ménoter un quartier de Cotonou. Pour sa gestion du projet d'APAMI et son implication à l'essor de la microfinance au Bénin, Consortium Alafia rend hommage au DG Maurice Couton. Assemblée générale extraordinaire et ordinaire de l'Association des services financiers du Bénin, acteurs et partenaires, œuvrent pour la redynamisation de l'institution. Nous passons à un autre quotidien et précisément les 4 vérités. Examen du BEPC session de juin 2023 au Bénin. 121 827 candidats planchent dès ce matin. Le maire de Porto-Novo va lancer l'opération au CG Koutongbe. Nous détaille la parution. Le chasseur info. En 111e session de la conférence internationale du travail, le Bénin révélé à Genève, lire la déclaration de la ministre du Travail, Adidja Toumati, sur le rapport du directeur général du Bureau international du travail. Et puis, le démarrage de l'examen du BEPC 2023, le CG Tori Aguako abrite le lancement officiel. Aujourd'hui, nous apprenons donc le chasseur info. Nous sommes maintenant avec le matin, toujours avec les mêmes chiffres concernant le même sujet, l'examen du BEPC, lancement des épreuves donc de cet examen-là. 121 827 candidats à l'assaut du précieux sésame dès ce jour. Le journal vous propose à lire le message du ministre Ikwao Chabi aux candidats et aux parents d'élèves dans ces colonnes ce matin. Puis recrutement militaire spécial, plus de 6000 candidats enregistrés à Cotonou, un candidat arrêté à Alada pour fraude. Décès d'un autre au cours de l'épreuve sportive, c'est dans le département du Koufo. Achetez le matin et trouver tous les détails. Nous sommes maintenant avec la relève info et on va changer de sujet. Bénin, avènement du régime du nouveau départ et modification de la carte diplomatique à polémique, les réserves de Aurélien à Benonci. Matin libre, malgré les signes avant-coureurs,
Il s'est accroché jusqu'à la fin, a titré le journal ce matin, parlant justement de René Agbenossi, l'ancien patron de la diplomatie béninoise. Bénin, les recettes communales en hausse, selon une enquête donc du journal. Agbenossi Oussou que nomme Hekomen, là nous sommes en politique et avec le journal La Nouvelle Tribune, la traque des amis s'interroge. Le quotidien Bénin, la loi sur l'avortement incomplète, interprète donc le journal. Nous passons maintenant à l'autre quotidien. Séance d'échange hebdomadaire avec la presse. Olusegun Bakari et la nouvelle doctrine diplomatique. Découvrez les détails et les explications dans les colonnes du journal. Gaskiani, info politique au Bénin. Quelle place pour les FCBE, les Foscori pour un Bénin émergent? Et puis, réforme du système partisan au Bénin. Les vieux démons de retour. Quels sont les vieux démons? Achetez le journal et découvrez-les. Diakpata maintenant. Promesse d'impartialité du nouveau président Dorothée Kossi-Sosa de la Cour constitutionnelle. Le peuple prend acte, mais attend pour conclure. Le progrès, Wilfried Riambedji face à la presse au siège de Bénin intelligent. À la vérité, seul le Bénin est grand. Dynamisme, info, désignation dans les parlements régionaux et dans les institutions nationales. La gourmandise des uns et la ténacité des autres. Le potentiel phase sportive de recrutement des militaires au Bénin. L'achat des certificats médicaux tue 5 candidats au moins. Ça, c'est les informations du journal Le Potentiel qui propose par ailleurs les statistiques concernant cette actualité. Les examens médicaux ne sont pas effectifs. C'est un travail souvent bâclé. D'après le constat du quotidien Le Potentiel, l'État des mesures à prendre pour éviter les faux certificats exhorte la parution. La Nation, haute cour de justice, les 6 représentants du Parlement seront connus demain, nous annonce le journal. Et puis le matinal, Hajj 2023, les premiers pèlerins ont quitté Cotonou. Nous sommes maintenant avec Info Matin, gestion rigoureuse des affaires publiques. Bola Tinubu, est-ce qu'il est l'autre Patrice Talon du Nigeria? Question donc du quotidien. Un mot rapidement en football. Préparatif éliminatoire CAN 2023. Les Guépards sont déjà sous les ordres de Gernot Rohr. Voilà ainsi donc, je dois dire, l'actualité à la une des parutions ce matin. Comme vous l'aviez déjà remarqué à votre écran, il y a un sujet qui fait la une de la plupart des parutions ce matin. C'est l'examen du BEPC de la session de 2023 en ce mois de juin. Démarre ce matin même. Alors le journal Fraternité nous propose un aspect assez intéressant de cette actualité-là. Allez découvrir une candidate qui est mère et handicapée. Non, une candidate de mère handicapée auditive. C'est une enquête de Maoussé Barnabé qui nous propose de plonger donc dans la vie de ce candidat assez singulier. Les détails à la page 3 de la parution donc de Fraternité à Cotonou. Et puis, achetez aussi le journal et intéressez-vous un peu à l'actualité au plan international. En sa page 9, le journal a réservé toute l'actualité internationale à ses lecteurs. Vous avez des informations sur la Tunisie, par exemple, sur ce qui se passe au Sénégal après justement les manifestations qui ont fait une vingtaine de morts. Vous avez des détails sur l'actualité au Nigeria avec le gouverneur de la Banque centrale qui a été arrêté après avoir été suspendu. Et puis un mot aussi concernant l'actualité au Niger. Un peu comme pour dire que avec Fraternité, c'est à la fois les informations crédibles au plan national, mais aussi au plan international. Il y a aussi que Canal 3 Bénin vous propose l'information crédible et la vraie à travers la rédaction de sa télévision. Donc, je vous propose de découvrir le bulletin d'information cette fois-ci qui sera présenté ce matin par Florence Bossa. Florence, bonjour. Bonjour Tanguy. Dans les titres de votre bulletin à suivre dans un instant, l'examen du brevet d'études du premier cycle session de juin 2023. Cela démarre dans moins d'une heure aujourd'hui, lundi 12 juin 2023 sur l'ensemble du territoire national. Hier, la veille du lancement des épreuves déjà, tout était fait prêt dans les centres de composition, notamment les dispositions pratiques en cette saison de pluie. Les chefs d'établissement veillent à l'examen et à
pleine saison des pluies. Nous serons donc au collège d'enseignement général du Lac et le Nokwe à Cotonou. Et puis le second titre, le ministre de la décentralisation qui fait le bilan de la réforme du sous-secteur. Après la séparation des fonctions politiques et techniques, introduction des secrétaires exécutifs et autres innovations de la décentralisation béninoise sont évaluées par Raphaël Cotegnon et une délégation de son département ministériel. Il s'est rendu dans le département de Lemay du Plateau. On va suivre cela dans le bulletin tout à l'heure. On va le suivre aussi en termes de débat et de sujets à discuter. Tout à l'heure, quand on sera à l'instant forum avec les acteurs qui vont y participer, Franck Kaonou, Eric Gadeno et William Cliquant, qui vont dire deux mots sur ce qu'on peut retenir de la décentralisation et surtout du bilan des maires qui sont là actuellement. Cela fait déjà 3 ans qu'ils sont là. Voici la transition pour le bulletin. Florence, bonjour à nouveau. Bonjour, Trendy. Les candidats à l'examen du brevet d'études du premier cycle de cette année sont pour la plupart déjà en salle en ce moment. C'est exact. Aujourd'hui, le jour de démarrage de ces compositions partout au Bénin. 121 827 candidats vont à l'assaut de ce diplôme d'entrée au second cycle secondaire. À la veille de ces examens qui se tiennent en pleine saison des pluies, plusieurs centres de composition habituellement inondés à Cotonou ont été préparés cette année pour une meilleure accessibilité aux candidats. C'est le constat d'une équipe de notre rédaction. Nous sommes à quelques heures du brevet d'études du premier cycle, session de juin 2023. Au sein du CEG du Lac, l'un des centres de composition retenus dans la ville de Cotonou, tout est fait prêt pour accueillir les candidats. De la cour aux salles de classe, les dispositions sont prises pour assurer un bon déroulement de l'examen. Nous sommes dans un milieu un peu particulier, en ce sens que si les salles ne sont pas fermées, les ampoules peuvent être cassées, on peut déchirer les affiches, tout ce qui est mis dedans, on peut déchirer. Donc on vient de fermer. Ils ont eu le temps depuis hier, toute la matinée d'hier, toute la journée d'hier, de visiter les salles. Donc ça vaut plus la peine de dire qu'on va encore laisser les salles en ce niveau. La particularité cette année dans certains centres de composition de Cotonou est le remblayage des cours afin d'éviter les eaux stagnantes. Autrefois, un inconfort pour les candidats. C'est vrai, d'entrée, nous tenons à remercier la mairie parce que nous sommes en partenariat avec la mairie. C'est un partenaire potentiel que nous avons, la mairie. Avant les 10 voyages que nous avons reçus de la mairie, il faut dire qu'il y avait de l'eau par endroit dans l'établissement, ce qui ne permettait pas l'accès dans certaines classes. Donc pour aller dans certaines classes, on est obligé de passer dans l'eau. Alors avec l'arrivée de la mairie, les 10 voyages de sable que nous ont donnés, je crois que tout est prêt maintenant pour lancer les choses comme cela se doit. Même si cette disposition semble apporter un soulagement dans les centres qui ont bénéficié de cette aide de la mairie, à vue d'œil, la solution n'est pas assez suffisante pour maintenir la cour sèche durant le temps nécessaire puisque nous sommes en saison de pluie. Mais le personnel administratif du CEG du Lac voit plutôt le verre à moitié plein. Nous sommes très contents d'avoir eu ces 10 voies de sable. Ça ne suffit pas. Il nous faut encore au moins une dizaine pour régler à bon escient les problèmes que nous avons ici. Mais je crois que tel que c'est, ça pourrait déjà... C'est mieux qu'avant. C'est mieux qu'avant. On pourrait ne pas avoir ça. Si on ne l'avait pas, on est obligé de faire avec tel que c'était, sans condamner personne. Donc avec ces 10 voies de sable, je crois que c'est un salut que nous faisons à la mairie. Le brevet d'études du premier cycle, session de juin 2023, démarre ce lundi 12 juin sur toute l'étendue du territoire national et 121 827 candidats sont attendus dans les différents centres de composition. La ministre de l'Enseignement supérieur encourage les établissements privés d'enseignement supérieur respectueux des tests du sous-secteur. Éléonore Yahi, la décan, est descendue ce jeudi dans les locaux des 5 d'entre ces universités privées basées à Cotonou. La tournée fait suite à celle entreprise plus tôt dans toutes les universités publiques du Bénin. Les précisions de Hugues Vingbi. L'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel est le premier établissement privé d'enseignement supérieur qui a reçu la visite de Mme Éléonore Yahi Ladécan et sa suite. La délégation ministérielle s'est rendue ensuite à l'UATM Gaza Formation, à HECM, à ESAE. Le périple s'est achevé à l'Institut Fopaz. À chaque étape,
Le programme était le même, visiter les infrastructures ainsi que les équipements de l'établissement et s'entretenir avec le corps administratif. Ce moment d'échange intervient après la tournée nationale de l'autorité ministérielle dans les 4 universités publiques du Bénin. La descente vise donc à inciter les privés qui font des efforts à maintenir le cap. Les privés sont de grands partenaires et qui font dans leur ensemble globalement de très belles choses, qui sont rattrapées évidemment par un certain nombre de situations. Lorsqu'il y en a qui font très bien, il faut pouvoir les encourager. Et il faut que les apprenants également sentent que le gouvernement est bien là. Et donc qu'ils n'ont pas mal fait de choisir ces EPS. À chaque étape, c'était l'occasion pour les promoteurs non seulement de présenter leur structure, mais aussi de formuler leurs doléances. Nous avons donc un staff administratif de 11 membres qui gèrent l'école, selon donc le manuel de procédure que nous avons élaboré ensemble. Nous avons un corps enseignant qui est composé de 88 enseignants, dont 7 professeurs titulaires, 6 maîtres de conférence, 6 maîtres assistants, 17 docteurs et 52 professionnels. Les enseignants, il y en a beaucoup aujourd'hui et on peut nous accompagner. On envoie des enseignants, on exprime les besoins et ils seront ici pour nous accompagner dans la formation et également dans les mémoires et consorts. Également, nous souhaitons que le ministère puisse, lorsqu'on répartit les apprenants dans les universités publiques, il faut également penser aux privés parce qu'il y a des écoles privées qui font également de bonnes choses et de très très bonnes choses. UATM, avec cette 30 années d'existence, c'est pratiquement plus de 2000 étudiants dans tous les centres, près de 5 centres accrédités, et le centre dans lequel vous êtes est un centre de plus de 1000 étudiants. Et nous souhaitons vraiment que l'État béninois prenne plus soin des étudiants dans le privé et arrive à nous donner, pour les promoteurs privés supérieurs, arrive à nous donner des équipements où nous orienter vers nous des étudiants boursiers. Cette tournée a été marquée par la présentation à la ministre et à sa délégation de quelques inventions, fruits de l'ingéniosité et de la détermination des étudiants de ces écoles. Le ministre de la décentralisation fait le bilan de la réforme du sous-secteur après la séparation des fonctions politiques, des techniques, introduction des secrétaires exécutifs et autres innovations de la décentralisation. Il est allé en discuter. Les fonctions politiques sont désormais séparées des fonctions techniques avec l'avènement de cadres techniques, notamment les secrétaires exécutifs. Après un an de mise en œuvre de cette réforme, quel est le bilan qu'on peut en faire? Pour le savoir, le ministre de la décentralisation, Raphaël Akotegno, était dans les départements de Lomé et du Plateau. Il a visité quelques communes. Le point de cette tournée dans ce reportage. Le ministre de la décentralisation dans les départements de Lomé du Plateau, précisément dans les communes de Sakété, Adjawere, Pobé, Bonou et Porto-Novo, pour une tournée d'évaluation à mi-parcours de la réforme dans le secteur de la décentralisation. Nous avons décidé de venir échanger avec vous, tout juste parce que la réforme structurelle du secteur de la décentralisation est en expérimentation. Ça fait maintenant un an. Pas bientôt, ça fait un an. Le gouvernement vous a envoyé des cadres techniques tirés du fichier national. Vous avez le secrétaire exécutif, vous avez les autres cadres techniques qui l'accompagnent, qui sont là pour assister le conseil communal pour bien faire son travail. Sous l'encadrement et l'assistance du préfet du département. Donc voilà voilà un an déjà que vous êtes en cohabitation, vous êtes à pied d'œuvre. Comment cela se passe? C'est tout simplement
notre préoccupation. On espère que ça se passe bien. Dans les différentes communes, Raphaël Akoteyon a eu réponse à sa préoccupation. Des élus communaux, des agents des mairies, des membres de la société civile ont exprimé leur satisfaction, mais également leurs inquiétudes par rapport à cette réforme qui est venue bouleverser les habitudes au sein des communes, avec en toile de fond des conflits entre les exécutifs communaux et les secrétaires exécutifs. Face aux préoccupations soulevées, le ministre de la Décentralisation, dans une approche pédagogique, a rappelé aux différents acteurs les objectifs de la réforme et la nécessité pour chacun de s'approprier les textes pour évoluer dans son couloir. Les principes directeurs de la réforme, vous les connaissez déjà. La séparation des fonctions politiques, des fonctions techniques, vous les connaissez. L'amélioration de la gouvernance de l'administration communale. L'avènement du conseil de supervision pour éviter que le maire ne prenne les décisions seul. Le conseil de supervision regroupant le maire et ses adjoints et les présidents de commission, des 4 commissions techniques retenues par la réforme. Vous connaissez déjà tout ça. Moi, je voudrais tout simplement vous rappeler que vous avez l'obligation, en tant qu'élus communaux, de tout faire pour exploiter, pour profiter à fond des compétences des cadres techniques et administratifs mis à votre disposition. Ces cadres sont là pour vous aider à bien appliquer les décisions, les délibérations de votre conseil. Si c'est fait, je parie que dans un avenir très proche, la commune va prendre son envol. Parce qu'il faut que vous sachiez que les communes sont mises en concurrence avec cette réforme-là. Donc, je vous exhorte à travailler dans la cohésion, chacun évoluant dans son couloir, et tout cela, ce serait pour le bénéfice du bien-être des populations. La mise en œuvre de la réforme du secteur de la décentralisation se poursuit et en attendant une autre évaluation, exécutifs communaux et cadres techniques sont appelés à travailler en symbiose pour le développement de leurs communes respectives. Tanguy, ce serait tout pour ce bulletin d'information. Merci à vous, Florence Bossa, pour ce service matinal. On va se voir demain pour un autre rendez-vous. En attendant, dans la journée sur Canal 3 Bénin, il y a d'autres rendez-vous de l'information, notamment les grands rendez-vous 13h et 19h30 pour les grandes éditions de la mi-journée et du début de la soirée. Florence, bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, on va passer maintenant au bulletin d'information des sports. Voici Ali Moumouni. Ali, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à tous. Vous êtes là pour qu'on parle football, notamment avec les écureuils qui préparent un match assez décisif. Voici la transition. Ali, merci de l'avoir relevé. J'ai dit les écureuils. Ah oui. Plutôt les départs. On a changé de nom il y a un bon temps maintenant. Allez, on démarre par l'actualité de la sélection nationale donc. Les Guépards, puisque vous l'aviez dit, ont tenu leur première séance ce samedi après-midi. Oui, une séance physique, Tanguy, pour commencer, vu que la plupart des joueurs sont au repos, est au repos depuis quelques jours. L'entraînement qui s'est déroulé au stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou était ouvert au public. Suivez ici le point que nous font l'Euro Belou et Candide Ronhento. C'est à bord de ce bus tout blanc que les Guépards sont arrivés ce samedi au stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Pour la première séance, presque tous les cadors sont présents. Jodel Dossou, Tossin Ayegou, Khaled Adeno ou encore Stéphane Sesseignon. 21 joueurs des 25 convoqués assistent à l'entraînement du premier jour de rassemblement. En attendant l'arrivée des autres, Soukou lui est forfait. Il y a une attestation médicale qui nous est parvenue. Il y a des photos de son genou qui a été traité et même il a eu
un traitement sous base de, comment on appelle ça, une ponctuation où on a enlevé l'eau qu'il y avait dans le genou. J'ai vu les photos de son genou, donc il n'y a aucun doute. J'ai toujours confiance en mes joueurs et s'il n'a pas pu venir, c'est pas de chance parce qu'il est encore en compétition et il n'a pas pu, à travers le dernier entraînement qu'il avait eu avec sa blessure, il n'a pas pu répondre présent. Un nouveau jeune joueur est convoqué dans la foulée pour le remplacer. Tchétchaou David complète à 8 le nombre des joueurs de moins de 21 ans au sein de l'effectif. Et aussi de la vitesse qu'apportent les jeunes joueurs et ça fait plaisir de voir cette fraîcheur sur le terrain. On a une pelouse qui est belle mais qui est encore fragile avec toute cette pluie, donc on essaie un peu de s'adapter sur les coins du terrain où on peut quand même faire un bon travail. Nouveau groupe, nouvelle atmosphère. Visiblement, les néo-guépards sont très vite entrés dans l'ambiance. La séance démarre sobrement, mais très vite, Gernot Or va exécuter son planning. Des exercices essentiellement consacrés à la mise en condition physique au bout d'une quarantaine de minutes, puis un jeu pour finir. Aujourd'hui, on a fait un gros travail de course, de reprise, parce qu'il y en a certains qui n'ont pas joué depuis un grand moment. Et il a fallu faire un gros travail athlétique. Donc, ils ont souffert un petit peu, les garçons, avec des courses longues, répétées. Mais on a pu finir quand même avec un jeu où on a vu tout l'enthousiasme et toute l'envie qui habite ce groupe. 1h30 d'entraînement pour la première séance qui s'est déroulée devant le public. Ainsi démarre la préparation des Guépards pour le match contre les Lions de la Teranga, comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023. Et visiblement, Ali, tous ceux qui ont été appelés étaient présents. Oui, les nouveaux, bien entendu, Tanguy, et ils ont eu une adaptation, je dirais, très rapide au sein de l'effectif de Gernot Rohr, ce qui s'est fait remarquer lors de la séance. À la fin de l'entraînement, Andreas Huntonji et Brandon Agounon nous ont livré leurs premières impressions. Brandon Agounon, 28 ans, je viens de l'US Orléans et c'est ma première sélection. Une grande fierté. Et un grand merci pour l'accueil, vraiment. Je suis vraiment à la maison. Directement, on m'a mis comme à la maison et voilà, c'est un grand plaisir d'être là aujourd'hui. D'accord. C'est votre première au Bénin? C'est la première au Bénin, oui, puisque voilà, c'est du côté de mon père que je suis béninois. Il y a eu des choses qui ont fait que j'ai pas pu venir avant, des choses familiales. Et voilà, aujourd'hui, tout est réglé grâce à la sélection. Ça a remis toute la famille main dans la main et c'est un grand plaisir. Tout le monde sait que c'est un gros match. Hein. Voilà, on a la chance de jouer à la maison. C'est une force pour nous. Après, voilà, tous les matchs, il faut les gagner. C'est comme ça qu'un footballeur doit penser. Donc, même si c'est les champions d'Afrique, on doit y aller avec l'envie de gagner ce match. Bonjour, je m'appelle Andreas Huntonji, j'ai 20 ans, bientôt 21. Et j'ai voulu attaquant au Stade Malherbe de Caen. Franchement, j'ai été vraiment super bien accueilli par mes coéquipiers, par tout le monde et ça fait vraiment plaisir. Vraiment, j'ai vraiment eu de bonnes sensations et que ce soit, bon, ça c'est un autre sujet, mais par rapport à l'équipe, au groupe ou même par rapport au pays, vraiment, je me sens super bien. J'ai été là quand j'étais petit, après ça fait quelques années quand même, donc ça fait plaisir de revenir ici. C'est très important de ne pas se lancer dans n'importe quelle aventure sans se sentir prêt. Je pense qu'aujourd'hui, je me sens prêt à aller à l'aventure, aller au combat et à faire de mon mieux. Et c'est donc une situation identique pour tous les nouveaux joueurs qui ont rejoint l'effectif de Gernot Rohr. Ils se sentent tous prêts pour cette, je dirais, ultime bataille, certes décisive pour voilà, la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule du côté de la Côte d'Ivoire, Tanguy, en début de l'année 2024. On va poursuivre toujours au plan national et parler maintenant du championnat national. La 23e journée a eu lieu ce week-end. Tanguy, c'est donc le dernier virage avant donc, voilà, les matchs de la 24e journée. L'AS Cotonou était à domicile, c'était face à l'Union sportive des Cavaliers de Niki. Là, vous avez les résultats. La rencontre s'est soldée sur le score d'un but partout entre les deux formations. Aspac s'est incliné à domicile face au Buffle FC de Borgo. Enfin, une victoire après les deux victoires à l'entame de la deuxième phase de cette Super League professionnelle. 2-1 pour les Buffles. La Stacounet s'impose 2-0 au leader Coton FC. Coton étant déjà champion du Bénin au classement général. Tanguy, voilà le résultat qui ne
Le score qui ne change rien du tout à la position actuelle du club leader au classement général. La AS s'est incliné 1-0 face à Dadje. Banigansé s'incline également sur le score identique, 0 but contre 1 face à Ayema. 2-0 pour Damissa face au Requin de l'Atlantique. Dynamo FC d'Abomey s'impose 2-0 face au Dragon FC de l'OM. Une rencontre très intéressante de la part de l'équipe d'Abomey. Et puis la Jeunesse Athlétique de Keto pour finir avec cette tour d'horizon qui s'incline 0 but à 1. C'était face à l'Autopopo à domicile, ce qui réduit donc l'écart entre les deux formations. Je vais parler bien sûr du leader Coton FC et puis l'Autopopo Coton qui totalise au classement général 52 points avec un goal average de plus 16, donc suivi directement de l'Auto qui totalise 48 points, 5 points désormais d'écart entre les deux formations. Ayema, Dadje et Dynamo FC d'Abomey se disputent la 3e place avec seulement quelques différences près. Damissa est 6e avec 31 points. Au niveau de la 2e partie du classement, il y a la Jeunesse Athlétique du Ketou qui totalise 28 points. Et puis en bas de classement, on l'a toujours dit depuis très longtemps, en bas de classement, c'est bien sûr la 2e partie de ce classement général. Il y a les Requins de l'Atlantique, les Buffs FC du Borgou et puis les Dragons de Lemay qui sont, je dirais, derniers, Tanguy, au niveau de ces classements généraux. Pauvre équipe de Dragon FC. Pauvre équipe historique du Bénin. Oui, absolument. Et c'est tout pour ce matin. Merci beaucoup à vous, Ali Momoni. Faut-il dire peut-être pour compléter cette page des sports, et que ce week-end, on a connu le champion à la fin de la Ligue des champions, de la Ligue des champions de la CAF. Au niveau donc de l'Afrique, c'est Al Ahly qui a remporté son 11e titre. Mais au-delà de l'Afrique aussi, il y a eu que l'Europe a connu son champion aussi. Pour la première fois, Man City a décroché donc son titre. Acheter Fraternité, oui. Il devient donc la 10e équipe à réaliser un triplé pendant une saison. Allez, merci beaucoup à vous, Ali Moumouni. Acheter Fraternité, vous avez toutes les informations sportives qui pourraient vous intéresser dans le journal. Ali, bonne journée. Mesdames et messieurs, on va faire rapidement une transition, le temps de recevoir par ici notre invité commercial. Nous allons parler de l'actualité au niveau de Canal+, avec Michel Zounon. Elle est conseillère clientèle au niveau de Canal+. Segbaya, c'est un quartier de Cotonou. Madame Michel Zounon, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue sur Actu Matin. Merci. Alors, c'est quoi la nouveauté à Canal+? À bientôt, déjà sur Canal+, c'est le Festival des cadeaux. Et quand on parle de Festival des cadeaux, c'est bien sûr par rapport à nos offres et tout. Le décodeur Canal+, actuellement a un prix exceptionnel de 1000 francs. 1000 francs CFA. 1000 francs CFA, disponible avec un abonnement évasion de 10 000, ça fait 11 000 francs. Et déjà, quand vous prenez le décodeur, vous avez la parabole, les accessoires qui vous ont offert gratuitement. Et maintenant, la nouveauté sur ce côté, c'est que l'installation faite par le technicien agréé Canal+, est passée à 2000 francs CFA. Et plus à 5000. Non, voilà. Vous voyez, donc, aussi à ce niveau. Exactement. 2000 francs, vous avez une installation faite par un technicien agréé Canal+, avec des garanties. Vous avez 6 mois de garantie sur votre installation. C'est-à-dire si pendant 6 mois, vous avez un petit souci avec l'installation qui a été faite par le technicien. Elle vient automatiquement et gratuitement. Gratuitement, c'est ça, c'est gratuit. Vous avez également 1 an de garantie sur votre décodeur Canal+. Donc, avec 13 000 francs, un abonné peut se procurer son décodeur Canal+ chez nous. 13 000 francs seulement. Et c'est une promotion qui court jusqu'au 30 juin. Alors, et pour nos abonnés déjà actifs dans le système, pour tout réabonnement, vous bénéficiez automatiquement de 15 jours à la formule Tout Canal+. C'est-à-dire qu'on a tout. Vous avez 15 jours. 15 jours. Gratuitement. Mais à condition de maintien, bien sûr. C'est-à-dire, si un abonné avait un abonnement de 5 000 francs au moins sur son compte, qu'il soit déjà échu ou actif, mais c'est coupé depuis 1 an, 2 ans, dès qu'il se réabonne à la même formule qui était sur le compte, il bénéficie automatiquement des 15 jours. Exactement. Tout Canal+. Tout ça, c'est bien beau, s'abonner, les réductions, les coûts. Bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on peut voir de nouveau sur Canal+? Ah, mais il y a toujours de nouveautés chez nous, Et déjà, vous avez avec le sport. À partir du 12, aujourd'hui, nous avons les J5, la 5e journée de l'élimination de la CAN qui est en cours sur Canal+ Sport 1.
Et pour nos amoureux de feuilleton, sur la chaîne A+, nous avons la saison 2 de la série culte Maïda, la série mozambicaine qui revient sur A+, à partir du 30 juin. Et sur Novelas TV, bien sûr, nous avons une série vraiment, oh là là, tout de Babel. Ah ouais. Ça, c'est une série nostalgique quand même. Ah oui, une série historique exactement. Qui a quand même figé les foyers. Voilà, exactement. Donc, on ramène encore cette nostalgie sur Novelas à partir du 19 juin. Et sur la chaîne Hollywood TV, nous avons la saison 5 de Abuja. C'est une série qui parle de la vie à Abuja et tout. Et ça commence aujourd'hui. Aujourd'hui même. Sur Hollywood TV. Donc il vaut mieux aller s'abonner ce matin même. En même temps. Et il y a aussi un petit plus pour tous nos abonnés. Le festival de cadeaux continue toujours. Et jusqu'au 30 juin, pour tout réabonnement, même si vous faites un abonnement minimum à sexe de 5 000 francs, vous avez la possibilité de gagner 1 an d'abonnement tout Canal+. Gratuitement, bien sûr. Il faut toujours résister. Voilà. Allez, comment on s'abonne? Ah, mais c'est très simple déjà. Nos boutiques sont là, nos stores sont disponibles. Moi, je suis à la boutique de Segbeya, juste à Kpakpa, au niveau du Carrefour. Pour tout réabonnement, passez directement chez nous déjà. Vous pouvez déjà prendre le décodeur chez nous aussi, avec 13 000 francs. Le décodeur avec 1 mois d'abonnement, évasion et l'installation qui est faite par Canal+. Et pour tous les réabonnements, nous sommes là. Et pour les clients qui ont peut-être la flemme de sortir, avec les plateformes Mobile Money, MTN et Move, ils peuvent se réabonner directement depuis chez eux. Ou nous contacter aussi, nous c'est le 65 00 61 56, la boutique de Segbeya. 65 00 61 56. Ils peuvent se déplacer 56. Aussi pour un accueil très très chaleureux les attend. C'est sûr, hein? Très sûr. Ce sourire, on est sûr qu'il y a un très bel accueil qui attend. Un accueil très très chaleureux. Merci à vous, Michel Zouno. Je rappelle que vous êtes conseillère clientèle. Vous êtes passé par Canal 3 à Bénin ce matin sur Actu Matin pour nous parler de Canal+ et de ses nouveautés. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, on va souffler un peu. Désormais, le restaurant La Table du Maire s'occupe de votre petit déjeuner. Prenez rendez-vous du lundi au vendredi à partir de 7h pour déguster nos différentes formules de petit déjeuner. Recevez en bonus un journal fraternité pour la formule municipale. Le petit déjeuner à La Table du Maire, c'est aussi s'informer à travers les quotidiens les plus lus de la place. Nous sommes situés dans la 2e rue à gauche, après l'entrée principale de la mairie de Cotonou, en quittant le feu tricolore du ciné Okbeoloa. La Table du Maire. Satisfaire votre appétit est notre préoccupation. Et on reprend Actu Matin, escale, le commentaire, Franck Arnouest. Allez Franck, bonjour. Bonjour Tanguy. On va parler ce matin de la réforme structurelle au niveau du secteur de la décentralisation et dresser le bilan. Cela fait déjà 1 an que le Bénin a opté pour les réformes dans ce secteur-là. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui? Alors, avant de répondre à cette question, Tanguy, il faut d'abord chercher à comprendre d'où nous sommes partis et pourquoi avons-nous opté pour des réformes dans le secteur. Justement, nous sommes partis en 2003 pour expérimenter un système complètement nouveau à ce que pratiquait le Bénin, un système qui voulait délocaliser la gestion à la base et remettre entre griffes le pouvoir aux communautés. Cela a permis de confier la gestion des communes aux maires qui exerçaient les pleins pouvoirs à la base. Tout tournait autour de ces maires, avec parfois un amalgame total entre leurs prérogatives administratives et celles politiques. C'était du nouveau pour les Béninois, mais il fallait en tout cas l'essayer pour voir ce que cela allait donner. 2 décennies plus tard, après moult rencontres et même des missions dans les communes, ajoutées aux événements qui s'y déroulaient, le bilan n'a pas été trop reluisant. Autorités, citoyens ainsi que partenaires techniques et financiers se sont accordés à la rencontre à reconnaître que les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs. La malgouvernance, la politisation à outrance de l'administration locale, ayant pour corollaire le népotisme, la lenteur, le mauvais fonctionnement des conseils communaux,
le blocage des dossiers et projets de développement des fins politiques, les grognes et mécontentements dans le rang des populations, le recrutement du personnel inadapté aux besoins des communes. À cela, il faut ajouter, Tanguy, la corruption du système de gestion des marchés publics, l'exécution du budget qui laissait à désirer, les potentialités des communes en termes de fiscalité très peu ou pas du tout alors exploitées. Bref, la gouvernance s'est heurtée à des pesanteurs politiques parfois infranchissables et qui n'ont point permis aux autorités locales d'alors de produire de bons résultats en dépit de leur volonté, sans oublier le vent des destitutions qui en tout cas faisait trembler les communes et ne leur permettait pas d'asseoir une bonne politique de développement. Mais puisque le système leur profitait aussi, certains maires se muaient aussi dans un silence pour le moins coupable, puisque 20 ans après, le bilan reste tout mitigé. Tout mitigé, et oui, le bilan est mitigé. Donc, Franck, il fallait revoir les choses pour rendre le tableau un peu plus reluisant. Alors, question, est-ce que tout est beau maintenant après ce tableau que vous aviez peint, Thomas, comme sur Alors, environ 12 mois et quelques après la mise en œuvre de cette réforme, un peu, mon avis, pour faire un bon bilan et tirer de bonnes conclusions, c'est un peu tôt. Cependant, puisque nous y sommes, disons que les choses commencent par changer déjà avec les secrétaires exécutifs de nos communes qui ont été recrutés par le gouvernement et mis en place dans les communes, ce qui a permis de dissocier, et là c'est le tout premier point gaillé dans cette réforme, de dissocier la fonction administrative de celle politique au niveau des communes. Il faut également saluer l'ingéniosité qui a animé les précurseurs de cette réforme qui, en dehors du secrétaire exécutif, ont prévu 6 autres fonctions dont les porteurs ont été sélectionnés selon un processus plus ou moins exempt de favoritisme, et puis toutes les autres instances qui s'associent désormais à la gestion des communes. Je pense au conseil de supervision par exemple, mais également au droit de regard des préfets qui se trouvent renforcés sans occulter le comité de suivi qui mène un contrôle très rigoureux sur tout ce qui se fait dorénavant dans nos communes. Tout cela découle de la mise en œuvre de l'application de la loi portant code de l'administration territoriale, loi votée le 21 octobre 2021 et promulguée le 20 décembre de la même année. Ce petit rappel pour dire que depuis la mise en œuvre de cette réforme au Bénin, on sait qui fait quoi dans nos communes, chacun circule dans son couloir. Le maire connaît les limites de ses prérogatives, plus de pagaille, d'anarchie, il ne faut plus son nez dans les affaires domaniales comme ce fut le passé pour vendre les terres et s'en mettre plein les poches. Il y a des actes administratifs qui ne peuvent plus poser aujourd'hui au risque de se voir rappeler rapidement à l'ordre par son SE. Un autre point important de cette réforme et qui me paraît très intelligent, c'est l'amélioration des conditions de vie et de travail des maires en exercice. C'est un secret de polichinelle de dire que leurs indemnités ont été gonflées, vous le savez Tanguy, leurs moyens roulants remplacés, ce sont des véhicules flambant neufs. C'est dire que la réforme a permis de faire des avancées notables dans nos communes, mais il y a par endroits des couacs, des difficultés de collaboration entre certains maires et le SE, l'incompréhension sur certains dossiers, et puis aussi, à un moment donné, on est entré comme dans un système de tirage au sort éternel, des cadres qui ont été tirés au sort alors qu'ils n'étaient pas de bonne moralité, qu'on a remplacé par la suite, sans oublier qu'à voix basse, certains maires se plaignent car le système ne leur permet plus des privilèges qu'ils s'offraient par le passé. Mais comme je l'ai dit, vouloir faire un bilan maintenant et tout de suite, c'est aller trop vite en besoin. Il faut donner encore du temps à la réforme de grandir. Et nous allons prendre tout le temps de voir comment est-ce que ça va progresser. Mais en attendant, on peut en dire 2 mots. Déjà pour le chemin que nous avons parcouru. Franck Aounou, merci beaucoup. Et justement pour parler de ce chemin parcouru sur cette question-là, les acteurs vont débattre ce matin. Franck Aounou, déjà installé. On va être rejoint dans ce studio par Eric Guédenon et William Cliquin. Ils vont s'asseoir à ma droite, la droite du père peut-être. Et à ma gauche, pour compléter le tableau, Dr Modeste William Desrotin, il est spécialiste de décentralisation. C'est lui qui va nous accompagner pendant nos moments de discussion. Tout le monde est installé. William, bonjour. Bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à tous. Docteur Desrotin, bonjour. Bonjour Tanguy. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, ça fait déjà 3 ans, on va élargir le sujet, ça fait déjà 3 ans que les maires actuels sont en place.
Est-ce que vous avez l'impression que c'est toujours les mêmes maires d'il y a 5, 10, 15, 20 ans, Eric? Non, du tout pas. Je pense que la réforme nous a apporté une nouvelle configuration, n'est-ce pas, des équipes au niveau des communes. Et les articles qui définissent le fonctionnement aujourd'hui des communes sont véritablement clairs. Le maire est renforcé dans son pouvoir politique et laisse l'aspect technique administratif au SE. Et c'est ce que la réforme a voulu, donc nous sommes en train de faire cette expérience. On verra si jusque-là, nous avons déjà bénéficié d'un certain nombre d'avantages. Mais déjà, moi, je pense que c'est une réforme qu'il faut saluer, d'abord, de par ce courage qui a animé le gouvernement à l'instaurer. Vous savez, quand on s'attaque aux intérêts des maires qui sont des politiques, n'est-ce pas, dans notre système, il y a matière à essuyer une certaine frustration qui peut amener, n'est-ce pas, à perdre des soutiens. Mais je pense qu'on n'a pas regardé ça. Parce que rien que pour ça, dans ce pays, on n'a pas pu évoluer sur certains chantiers. Parce qu'on se dit, ah non, mais si nous allons dans ce sens, on risque de perdre des fidèles. Donc je pense qu'on a mis cette peur de côté et puis on est allé. On s'est rendu compte que... Vous pensez que ça avance sur ces chantiers plutôt difficiles ou très politiques? C'est vraiment difficile. On peut ne pas le dire. William, est-ce que le profil du maire dit, quand on commençait en 2002 est le même qu'aujourd'hui avec toutes les réformes qu'on a instaurées? D'abord, même le maire de 2020 venu au sortir des communales avait une autre mentalité déjà. Parce que le vent de destitution qui a précédé l'arrivée de ces maires-là, l'élection de ces maires, a montré combien ils étaient fragiles dans leur poste, eux qui étaient omnipotents dans leur juridiction de compétences par le passé. Et je pense que ce n'était que cerise sur le gâteau, la réforme structurelle du secteur de la décentralisation intervenue à travers la loi portant code de l'administration territoriale. Maintenant, cette loi vient davantage codifier les choses. On arrache d'abord une prérogative principale au maire, c'est qu'il ne soit plus ordonnateur du budget. Et vous savez combien en politique nous y allons ou ils y vont pour être le maître mot en matière financière, pour pouvoir gérer les comptes. Le maire est davantage une institution politique parce qu'autour de lui, il y a des cadres, non seulement nommés par le gouvernement à travers ce partenariat que la NCB a signé avec le gouvernement, une intrusion de l'exécutif dans les collectivités territoriales, pour ma foi, qui n'est pas... pour moi très bonne, même si nous sommes dans l'optique de France, celle d'être très circonspect sur l'analyse parce que nous n'avons fait qu'un an désormais. Mais il faut voir que dans ça, il y a des techniques qui ont été formées pour des fonctions précises. Et quand ils viennent, ils ne font pas de la politique, pour la plupart, ils ne sont pas de la localité du maire. Je pense que quelque part là, ça c'est une plus-value. Ça a permis, par exemple, je n'ai pas fait un bilan général, mais pour les quelques communes que je connais, ça a permis de renforcer les capacités de mobilisation de ressources propres à l'interne dans ces mairies. Et vous savez qu'en matière de fiscalité, les collectivités territoriales en ont pour beaucoup. Donc pour ça, c'est un acquis. Mais comme Franck l'a mentionné dans son commentaire, ça mijote beaucoup parce que nous ne savons pas ce que cela nous réserve dans quelques petits jours. Les désaccords qu'il peut y avoir entre maires. On parlait un peu de ces aspects difficiles de collaboration qui existent entre les deux acteurs. Mais je vois déjà le maire dans sa fonction aujourd'hui. Est-ce qu'il est véritablement, ma foi, totalement engagé, comme il était depuis 2002? Est-ce que c'est un acteur politique libre? Est-ce que c'est un acteur qui s'intéresse véritablement et qui a les coups de franche pour s'intéresser aux questions de développement de sa commune, puisque c'est quand même la première autorité, le premier visage politique de la commune? Je veux bien voir quelle est votre appréciation, docteur Desrotin, quelle est votre appréciation justement du maire aujourd'hui en tant qu'acteur de développement à la base? Alors, merci bien. Non, je pense que le maire de 2021 ou 2022 n'a rien à voir avec le maire de 2023. 2023. De 2023. Oui. Quand vous analysez les réformes, vous allez voir que vous allez retenir que le diagnostic a été bien posé. C'est pourquoi, avec les interventions tout à l'heure, tout le monde est d'accord avec la réforme désormais. Donc le problème ne se pose pas à ce niveau. Sauf que dans l'application de cette réforme-là, il y a quelques difficultés. C'est normal. Vous demandez tantôt est-ce que le maire est à l'aise dans sa peau. Non, aujourd'hui, le maire n'est pas à l'aise dans sa peau. Ça va de soi que les prérogatives qui étaient reconnues en temps n'y sont plus. Et par conséquent,
Moi, je me demande même, est-ce que la fonction du maire aujourd'hui est encore intéressante, entre griffes? C'est la question que je me pose. Ah oui, il a un véhicule. Franck l'a dit dans son commentaire, son salaire a été gonflé. C'est beaucoup de privilèges. Ça. Oui, ces privilèges n'ont rien à voir avec les à côté qu'ils avaient. Avec le pouvoir, quand on dit vous êtes ordonnateur, c'est beaucoup de choses, ça n'a rien à voir. Le véhicule, ça n'a rien à voir. Ça, c'est juste des éléments que moi je considère comme secondaire. Oui, comme secondaire. Mais le maire aujourd'hui, il n'y a rien à faire. Il n'est plus dans sa peau. Il n'a rien à faire. Il ne peut plus faire comme avant. Justement, est-ce qu'on n'a pas complètement dépouillé le maire pour en faire même un épouvantail serait même plus intéressant. Quelqu'un d'assez, ma foi, je ne vais pas dire inutile pour éviter de choquer les gens, mais qui ne sait pratiquement rien, qui n'a aucun pouvoir sur le cours des événements dans sa propre commune, Franck. Non, pas du tout, je ne suis pas d'avis avec vous. C'est ce qu'il fallait faire d'ailleurs quand on introduisait, disons, quand on optait pour la décentralisation au départ. Mais les gens n'avaient pas compris tout simplement parce que nous étions dans un système où, par exemple, celui qui est à la tête du pays veut avoir une main mise sur les communes, veut avoir des gens qui sont ses répondants. Et donc, on faisait tout pour que le maire soit élu et qu'il parle le même langage que lui. Mais aujourd'hui, avec cette réforme, moi, je pense que c'est bien réfléchi de confier la commune à deux responsables, le SE et puis le maire. Est-ce que c'est bon? Non, le maire ne se mêle plus des questions financières, ne se mêle plus vraiment des questions de développement, mais accompagne. Avant, le maire pouvait prendre un acte pour dire dans tel domaine, voilà ce que je veux, et puis ça passe. Et n'oubliez pas également que au niveau, lorsque on a mis en place l'ancien système, il y avait beaucoup de dysfonctionnements. Les mésententes entre le maire et puis les conseils communaux, on pouvait bloquer un budget, on pouvait refuser de voter une décision qu'on a amenée en conseil. Chacun faisait sa pagaille. Mais aujourd'hui, on sait qui est qui et qui fait quoi. Maintenant, l'autre chose, cela n'est pas sans difficulté, puisque vous avez là. On va évoquer les difficultés tout à l'heure. Oui, les avantages déjà, parlons-en. Justement, mais avant, sur la personne du maire, cela ne devrait pas nous intéresser, parce que le budget qu'il gérait, ce n'était pas pour lui. Donc, si on le lui a retiré, je ne vois pas pourquoi on va en faire un problème, ou pourquoi le maire va en faire un problème, parce qu'on lui a retiré le budget. La gestion du budget n'est pas le seul élément dans la gestion d'une commune. Parce que on est focalisé sur ça. On est focalisé sur ça parce que sur la question de la gestion d'un budget. Oui. Il ne faut pas seulement voir l'aspect financier. La gestion d'un budget revêt aussi un aspect politique. Oui, et le maire est d'abord un acteur politique. Et donc, si on lui arrache un budget, c'est-à-dire qu'on l'affaiblit aussi du point de vue politique. Moi, savons pourquoi ce problème est posé. Parce que la façon dont nous gérer ce budget, ce n'est pas de la façon qu'on aurait souhaité. Nous avons vu, si je trouve même que cette réforme, c'est même une meilleure façon d'éviter la prison pour beaucoup de maires. Parce que si avant l'introduction de la réforme, on devait véritablement enquêter, faire le point de comment les maires ont géré ces budgets, moi je pense que juste en 17, la majorité... Oui, mais c'est pas les mains de comment nous gérons le pays oui, aussi. Oui, c'est le problème, justement. C'est le problème. Au nom de quoi, si le maire, on peut lui arracher son pouvoir, on peut pas... Enfin, on ne peut pas penser un instant qu'il faut arracher aussi ce pouvoir de gestion au président de la République, par exemple. Absolument, parce que de nommer un ministre des Finances et de s'occuper. Qui est un ordonnateur du budget national, par exemple, qui n'est pourtant pas l'agent du ministre et un agent public et un fonds public aussi. Mais vous savez, moi je pense qu'on a voulu un mode de gestion dans les collectivités décentralisées qu'on ne pouvait pas implémenter au niveau de l'État central. Le président de la République dispose de l'administration publique. Mais aujourd'hui, le maire ne dispose plus de l'administration territoriale. Aujourd'hui, on a augmenté le salaire des agents de la fonction publique, mais figurez-vous que les agents des collectivités territoriales, qui sont au même titre que les autres agents de l'État et qui se dit aisément dans le droit de la fonction publique, eux, ils n'ont pas eu d'augmentation de salaire parce que leur administration est comme une entité à part entière dans cette même République du Bénin. Je parle en toute modestie sous le contrôle du spécialiste de la décentralisation, je pense que ce n'est pas l'essence de la décentralisation. Par souche, la décentralisation donne aux collectivités territoriales de s'organiser autrement. Et quand Franck dit que le bilan était assez noir pour qu'on procède de cette façon, je dis non, on n'a pas voulu aller à l'école de la décentralisation parce qu'à cette façon, même dans 50 ans, on ne va pas écouter les meilleures manières de faire la décentralisation. Oui, on va continuer à évoquer les aspects positifs.
Oui, aspect positif, il y en a. La séparation déjà de ces deux pouvoirs, c'est très important. Parce que comme moi, je dis que c'est un pouvoir politique qu'on a arraché aussi au maire. La gestion d'un budget, un budget, c'est un outil politique. Non, pas du tout. C'est lui qui conçoit désormais la politique de sa commune. Et c'est en cela que moi je dis, aujourd'hui, il est véritablement dans son rôle. Le maire. Parce que pendant longtemps, les maires n'avaient aucune politique. Ils venaient et faisaient juste ce que vous savez. Et puis chacun, comme on le dit, attribuer des marchés. Il s'attribue les marchés et puis c'est fini. Ça, tout le monde le sait. Mais aujourd'hui, on a dit que ce n'est plus possible. Vous voyez? Donc, quand on lui arrache, je dis pas, je ne vais même pas utiliser le terme arracher. Quand on lui arrache le budget, est-ce qu'on ne le coince pas quelque part aussi? Il peut amener son programme, sa vision politique. Si le SE a des affinités avec un parti qui n'est pas vraiment en bon terme avec le parti du maire, bonjour les dégâts. Et c'est là les difficultés déjà actuelles que nous observons. Vous voyez? Donc, je dis que, parlant d'aspect politique, comme vous avez demandé, il y a un élément de plus. Il y a un changement. Aujourd'hui, on sait que chacun dans son couloir. Moi, j'avais toujours souhaité que cette séparation-là soit faite. Parce que le maire était, comme l'a dit mon vis-à-vis, il était omnipotent. C'est un peu comme le président de la République de sa commune. C'est lui qui décidait de tout. Aujourd'hui, on a dit non. Pour le rendre plus efficace, on va le cantonner dans son rôle politique. Puisque le maire est avant tout politique. Et on lui dit, mais c'est lui qui va concevoir désormais la politique de sa commune. Alors, à partir de cet instant, ça veut dire qu'il ne va plus s'occuper de la politique, il va plus s'occuper de ce qu'il sait faire. On le débarrasse des aspects administratifs qui peut-être alourdissent ses compétences ou alourdissent ses actions. Aujourd'hui, il est politique, il est homme politique. On a dit conçoit la politique de sa commune. Alors aujourd'hui, si les communes doivent ressembler à quelque chose, ça va dépendre de ce que le maire veut que ça ressemble. À quoi ça ressemble? Ah oui? Si, c'est le maire qui conçoit la politique de sa commune. C'est vrai que dans l'exécution, il sera partagé, les compétences seront partagées avec le SE et revient au SE. C'est normal que, puisque vous avez dit qu'on va revenir aux difficultés tout à l'heure, c'est normal qu'il y a quelques difficultés. Bon, comme l'a dit aussi mon ami d'à côté, un an déjà, la réforme n'a pas encore été suffisamment éprouvée à mon avis. Ce n'est pas encore suffisamment éprouvé. Je pense qu'on va se donner encore plus de temps. Allez, parlons des difficultés. La difficile cohabitation entre SE et maire. C'est bien normal et il fallait s'y attendre, non, Franck? Oui, il fallait s'y attendre. Mais ça vous permettrait, lorsqu'on parle de l'essence même de la décentralisation, William l'évoquait tout à l'heure, vous savez, notre mal un peu au Bénin, en Afrique, je n'ai pas fait trop le tour des autres pays africains, mais lorsqu'on importe une réforme, lorsqu'on importe l'expérience que les autres ont eu à faire ailleurs, on ne l'adapte pas aux réalités de chez nous. Là-bas, les gens ont réglé des questions de ventre, les gens ont réglé beaucoup de questions de subsistance. Donc, lorsque vous mettez un responsable à un poste, il pense beaucoup plus aux résultats qu'à son ventre. Mais ici, nous n'avons pas encore réglé des problèmes de vente. Vous voyez des mecs qui veulent construire des immeubles, vous voyez des responsables qui veulent acheter de belles voitures. Et donc, lorsque vous leur permettez d'accéder à ces postes-là de l'État, lorsque vous leur permettez d'accéder à ces postes-là, ils pensent d'abord à régler ces problèmes. Donc, c'est pour vous dire que la décentralisation telle que c'était transporter d'ailleurs pour nous amener, c'est pas adapté à nos réalités. Il fallait rééduquer, non? Plutôt que de faire des réformes et arracher, faire des coupes, je ne vais pas dire à l'aveuglette pour ne pas choquer ceux qui ont initié la réforme, mais il fallait quand même juste remettre les maires à l'école de la décentralisation et leur expliquer l'esprit. Oui, mais il fallait l'adapter. Non, je n'ai pas répondu. Je n'ai pas répondu. Sur les difficultés. Alors, parmi les difficultés, vous savez aujourd'hui, le cahier de charge des cadres, des autres cadres qui s'associent à la gestion des communes, c'est d'aller, de faire l'effort d'exceller dans leur domaine. Lorsque vous prenez par exemple une commune comme Tofor, où j'ai eu des informations, où les populations des marchés refusent de payer les taxes. Or, c'est le responsable administratif et financier qui doit aller les sensibiliser pour payer ces taxes-là. Le maire dit, attention, moi je suis dans ma fonction politique, allez faire votre travail. C'est pareil pour les affaires domaniales. Il y a tellement de problèmes qui étaient en instance que les gens aujourd'hui n'ont pas véritablement la capacité d'agir et de remplir leur cahier de charge. Donc c'est une difficulté majeure. Voilà. Oui. Alors je disais tantôt que on n'a pas fait de coupe à l'aveuglette dans non, pas du tout. Dans le pouvoir du maire.
à l'entame de mes propos, j'ai dit tout tantôt que le diagnostic a été bien posé. Avant qu'on en arrive là, le diagnostic a été bien posé. On a touché précisément là où il fallait toucher. Et bien, évidemment, quand vous touchez là, il ne faut pas toucher, ça fait mal. C'est pourquoi on parle aujourd'hui de la difficulté. Non. Est-ce qu'il faut sensibiliser les maires? Non, pendant 20 ans, je pense qu'ils ont été suffisamment sensibilisés et ils savent déjà quoi faire. Aujourd'hui, ils doivent reconsidérer totalement la fonction des maires dans leur tête pour savoir que nous avons les destinées. Évidemment, l'objectif final de la décentralisation, c'est bien le développement local. Oui, à la base, oui. Le développement local. Oui, mais il nous faut emprunter le chemin le plus court, le plus facile, pour y aller le plus rapidement possible. Moi, j'ai écouté un maire il y a 2 semaines qui n'était pas du tout content. Et pourquoi il n'était pas content? Moi, j'ai investi près de 20 millions pour faire ma campagne, pour me faire élire, par exemple. Et là, je viens quelque part où je n'ai plus de pouvoir, et celui qui n'a rien fait, qui n'a ni veillé, qui n'a ni mobilisé de militants, qui n'a rien fait du tout, est pratiquement au même salaire que moi, et dispose de l'administration, et il n'a pas comment on appelle? Non, il n'a pas de militants ou de population qui viennent taper à sa porte pour lui soumettre la maladie de son chien ou la pète de sa chèvre, un truc comme ça, chaque matin dans les communes et les mairies. C'est un bon résultat de cette réforme. Parce que pour lui, ici, il a investi 20 millions dans sa campagne. Donc il attend de gérer le budget pour récupérer ses fonds. Mais c'est ça l'esprit de la décentralisation. Je suis désolé, ce n'est pas le cas. Maintenant, après, on ne lui a pas demandé non plus de dépenser 20 millions dans sa campagne. Oui, mais quand aujourd'hui, comme ça, j'étais les maires, mais saluons cette réforme, parce que quand on a renforcé la rémunération des SE, on l'a fait également pour les maires. On les a dotés de moyens roulants aujourd'hui. Et c'est plus ou moins à l'aise. Parce qu'on ne veut pas non plus, comme on le dit, moi j'aime pas trop l'expression arracher, parce que le budget ne leur appartenait pas. Et donc, dans ce que la loi a prévu, n'est-ce pas, dans le rôle, il y a des avantages, n'est-ce pas, qui évoluent, et puis ça a été fait. Et bien au-delà, nous avons des chefs quartiers, des chefs de village, les conseillers communaux, le nombre que nous avons, qui aussi ont bénéficié, n'est-ce pas, des avantages de cette réforme. En termes de difficultés, ça c'est tout à fait normal, que pour une première expérience, la collaboration entre SE et puis mais va poser vraiment de problèmes, surtout des SE, on en a vu un peu zélés, qui se sont vus certainement déjà un peu dans les nuages, et puis tout ça. Mais après, il y a une cellule de suivi. Récemment, nous avons vu des SE qui ont été débarqués parce que justement, eux-mêmes, ils se sont déjà retrouvés dans la peau du SE tout-puissant et ont commis des gaffes dans... Il y a un mec qui m'a dit... Ils passaient des marchés de façon obscure. Ils ont été sanctionnés aussitôt. J'appelle le SE pour échanger avec lui. Il dit que c'est moi qui dois me déplacer vers lui. Et puis, cette question d'orgueil... Oui, William, il y a aussi la question du salaire des SE qui énerve les maires aussi. Conflit, pour moi, on ne vient pas à une fonction politique pour s'enrichir. Donc, d'ailleurs, je crois que si on devrait prélever des taxes, c'est davantage sur les salaires politiques, à commencer par les préfets, ok, jusqu'au plus bas de l'échelle. Mais vous savez, c'est tout ce qui me dérange. Des clés de ce qu'il gagne pour savoir si... Cela n'a jamais été rendu public. Je ne sais pas si vous le savez. Au fait, moi, c'est tout ce qui me dérange. Que ce soit l'exécutif qui ait les coudées franches dans la gestion de l'administration territoriale. À long terme, je l'ai dit dans mon propos, je n'ai rien contre cette réforme. Et le diagnostic, je n'ai rien contre. Et également, j'ai relevé que la séparation des fonctions a une visée carrément technique et efficiente pour les communes. Mais tout ce qui me dérange, moi, c'est que l'État central, avec pour patron, le patron de l'exécutif, soit, quand vous parlez de cellules de suivi, c'est à la sorte de l'administration centrale. C'est l'administration centrale alors qui met au pas les principaux acteurs de l'administration territoriale. Pour moi, la décentralisation est trahie. Il faut m'enseigner davantage. Le maire n'est plus libre dès lors que le SE qui partage le pouvoir avec lui a été choisi au hasard. Donc, il ne doit rien à personne, sauf à peut-être sa bonne chance et à sa veine. Et puis, voilà, une cellule qui contrôle et qui vient du palais de la Marina peut-être, ou de la présidence directement. C'est bien un outil de contrôle politique du mec qui est là pour contrôler sa docilité et sa soumission, non, Franck? Et a priori, maintenant, ceux qui sont mis là, ce sont certainement des techniciens et qui vont sur le terrain pour évaluer sur un certain nombre de critères.
Je crois que, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça que l'État est conçu, où le politique doit avoir un œil dans ce qui se fait, même si c'est technique, c'est notre État. Donc, il va falloir, si vous ne voulez pas avoir ça comme ça, revoir tous les... Voyons alors le maire dans le rôle politique qu'on lui réserve désormais. Est-ce qu'il apporte quelque chose aujourd'hui, véritablement, à la vie politique telle qu'on le souhaite? C'est vrai que ça fait un an à peine. Avant, je vais revenir sur les propos de William. Non, la décentralisation, ça n'a pas échoué. C'est pas parce que ça va de soi. La décentralisation en elle-même implique la présence de l'État à tout moment. Ouais? Parce que les collectivités locales ne sont pas des entités à part. Elles appartiennent à la République et il y a l'exécutif. Elles devraient s'autosuffire et s'autogérer, non? S'autosuffire, s'autogérer, cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas les contrôler. L'État doit avoir son œil dedans. Il y a rien Est-ce qu'il y a un fonds qui se remet à disposition? Il n'y a rien à faire. Le fonds vient de Donc, l'État. la décentralisation n'a pas échoué pour ça. Ça marche au contraire. Parce que l'État doit être présent. Les côtés locaux ne sont pas. Est-ce que le maire il est vraiment libre et actif au plan politique? Non, je pense qu'il revient d'être libre ou actif. C'est lui qui décide de ce qu'il va faire maintenant. Parce que désormais, les couloirs sont dessinés. Il sait ce qu'il doit faire. Maintenant, s'il ne le fait pas, c'est son problème. S'il investit, il attend retour sur investissement, c'est son problème. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Oui, je pense qu'il faut voir l'objectif que nous avons à relever au niveau des communes. Le maire doit savoir qu'il est là pour relever un défi. Est-ce qu'il répond véritablement? Il répond justement, puisqu'il a toujours été dans ce rôle politique. On a fait que renforcer, on a fait que l'orienter davantage dans ce rôle-là. Et il est revenu de trouver la parfaite intelligence, ensemble, entre SE et puis maire, et de développer leur commune. Ça va être difficile. Comment ça? Ça va être difficile parce que pendant longtemps, et même jusqu'à présent, les maires sont restés dans leur pensée d'avant. Il faut un reformatage. Il faut qu'ils changent de paradigme. Il faut qu'ils se disent aujourd'hui les choses ont changé. Et par conséquent, ils doivent penser plus au développement et non plus. C'est vrai, ils sont des hommes politiques, c'est vrai, ils ont un électorat, ils ont tout ça, mais ils doivent plutôt changer carrément, d'accord, leur vision pour dire, moi aujourd'hui, je conçois la politique, je dis à quoi doit ressembler ma commune d'ici peut-être 5 ans. C'est très important, ce n'est pas rien. Mais les maires aujourd'hui ne sont pas dans cette logique-là. Ils ont toujours été dans la logique que vous savez et ils pensent qu'ils peuvent continuer dans cette logique-là. Ce n'est plus possible aujourd'hui. Dans la définition de la politique au niveau territorial, je pense que le conseil communal, dans les politiques publiques, doit pouvoir s'inscrire dans la durée. Et pour moi, le gouvernail d'une commune arrimé à un mandat de 5 ans ou de 10 ans d'un maire, pour moi, ce n'est pas vraiment la meilleure formule. Et pour moi, il faut des structures pour penser autrement les communes. Je ne balaie pas du revers de la main les acquis de cette réforme, mais souffrez qu'il y a des insuffisances qui sont très claires et que je vois de cette façon. Moi, je pense que désormais, le maire dans son compartiment, et il sait qu'il ne faut pas franchir certaines lignes. Et le SE également est dans ce compartiment. Il y a comme un contre, je ne sais pas. Un contre-pouvoir. Un contre-pouvoir qui se joue actuellement. Oui, le conseil communal n'était pas un contre-pouvoir non, c'était trop politisé pour être. C'était trop politisé pour être un contre-pouvoir. Alors, il ne faut pas rendre responsable le seul maire. Si un maire est en place, il doit avoir une politique de développement et en face de lui des conseillers qui doivent contrôler, l'orienter, le mettre dans le droit chemin et qu'eux-mêmes ils acceptent, je ne sais pas contre quelle promesse, de fermer l'œil sur certaines choses qui ne vont pas. La faute n'est pas au maire. La faute est au conseiller. Et ce n'est pas au maire qu'il faut arracher le pouvoir. Il faut expliquer peut-être au conseiller que voici comment ils doivent faire. Non, c'est pas les conseillers, ils sont du même parti politique que le maire peut-être. Mais on sait dans l'ancien système comment les budgets se votaient, comment les grandes décisions apportées par le maire se votaient, les soirs de l'avant-veille de la session, c'est comment ça circulait. Ça ne se passe pas ailleurs, Franck. C'est l'apanage des communes. Les gars, il doit arrêter cette discussion. Merci d'être passé par ici. Franck, merci pour le commentaire. Eric, William, merci pour les analyses. Docteur Modeste William, j'ai eu le privilège d'avoir deux William. Merci d'être passé. Docteur William Modeste Dercotin, vous êtes spécialiste de la décentralisation. Bonne journée à vous. Merci. Mesdames et messieurs, on va aller à la régie pour suivre cette compilation de l'actualité telle que relayée par la rédaction de Canal 3 Bénin ces 7 derniers jours au Bénin. Le Bénin en une semaine. Voici la chronique de Idriss Boukari.
Le point de l'actualité hebdomadaire sur la 3, c'est dans une semaine au Bénin. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici l'essentiel à retenir pour le compte de la semaine écoulée. Après sa nomination le mardi 6 juin 2023 par le chef de l'État, le nouveau patron de la diplomatie béninoise a pris fonction. Olusegun Bakari a remplacé Aurélien Agbenossi, qui a passé cette année à la tête de ce département ministériel. En termes de bilan de ses actions, le désormais ancien ministre des Affaires étrangères dit avoir contribué autant qu'il pouvait à accomplir la mission assignée à son département ministériel avec loyauté, dévouement et fidélité sous l'autorité du président Patrice Talon. La passation de service s'est déroulée le mercredi 7 juin dans les locaux du dit ministère en présence des membres du cabinet, de quelques ambassadeurs et de cadres à divers niveaux. L'histoire saura certainement juger les actions qu'ensemble nous avons menées. De leur côté, les membres de la 7e mandature de la Cour constitutionnelle ont été officiellement installés mardi. Ils ont prêté serment devant le président de la République et le bureau de l'Assemblée nationale, conformément à l'article 7 de la loi organique sur la Constitution. À travers cet acte solennel, ils ont en effet pris l'engagement de remplir fidèlement leurs fonctions en toute impartialité et de garder le secret des délibérations et des votes dans le respect de la Constitution. Les nouveaux 7 sages disposent d'un mandat de 5 ans. Je saisis également l'occasion pour adresser aux conseillers sortants les félicitations et la gratitude du peuple béninois tout entier. Au plan continental, on a célébré le jeudi 7 juin 2023 la journée africaine des frontières. C'est une journée dédiée au programme Frontières de la Commission de l'Union africaine et qui, depuis quelques années déjà, est marquée au Bénin à travers l'organisation de la Semaine des frontières. À la veille du lancement des manifestations officielles, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique s'est adressé au peuple béninois ainsi qu'aux acteurs concernés par la question. Pour le ministre Alassane Seydou, cette journée permet de sensibiliser la population sur les enjeux politiques, économiques et sécuritaires liés au développement des espaces frontaliers. Une vingtaine de fonctionnaires des douanes et de la police républicaine ont reçu mercredi leur certificat de fin de formation. Ceci après 6 semaines de renforcement des capacités en navigation et mécanique au centre d'instruction navale. Cette formation entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet Passeport initié par la coopération du Royaume de Belgique. L'objectif est de perfectionner les prestations et les interventions des éléments de la police et des douanes béninoises. Plusieurs personnalités étaient au cabinet du président du Conseil économique et social lundi dernier. Il s'agit du président du Conseil économique, social et environnemental du Gabon et du représentant du président du Conseil économique et social de la République démocratique du Congo. Les 2 personnalités sont allées s'enquérir auprès du président Augustin Tabegbian de l'expérience du Bénin sur les grandes questions actuelles liées aux enjeux économiques et sociaux. À la fin de l'audience, elles ont expliqué le contexte de leur visite et surtout leur satisfaction d'avoir appris beaucoup de l'expérience béninoise. Ainsi se résument les faits ayant marqué la semaine écoulée. Merci de votre aimable attention. À lundi prochain pour un autre point de l'actualité hebdomadaire.
À toutes et à tous, bonjour. Ce lundi, c'est le début des épreuves du brevet d'études du premier cycle. Un sujet qui fait la une du journal Le Leader du jour qui indique que 121 827 candidats, dont 59 327 filles, planchent dès ce lundi. Bénin Intelligent ajoute que sur le plan national, l'effectif des candidats est en hausse de 1,114%, ce qui représente 2081 candidats de plus par rapport à l'année dernière. En effet, 121 827 candidats sont attendus dans les centres de composition. Parmi eux, 59 327 filles, soit 48,70%, et 62 500 garçons, soit 51,30%. L'an dernier, ils étaient 119 746. Fraternité rapporte le ministre Kwaro Yves Chabi, citation, au chef de centre, surveillant de salles, superviseurs et autres agents impliqués dans l'organisation de cet examen, j'en appelle à votre conscience professionnelle afin qu'il n'y ait aucun désagrément pouvant entacher la crédibilité de l'examen. Fin de citation. Rapporté par le matinal, il se réjouit particulièrement que dans notre pays, l'effectif des filles en classe de 3e avoisine d'aussi près celui des garçons. Dans le secteur du carburant, Bénin Intelligent souligne que la hausse du prix de l'essence de contrebande, communément appelée paillote, dont la vente est déjà interdite par le code pénal, donne raison à la politique d'anticipation au Bénin qui a favorisé la multiplication des stations-service, alors que d'aucuns attendent une mesure de soutien à la population de la part de l'État. Le gouvernement n'a jusque-là rien annoncé, tenant donc à la poursuite de la formalisation du secteur. Et dans le domaine de la santé, Fraternité pointe que le Bénin façonne au mieux sa vision de santé communautaire en axant sa politique sur la prévention et la promotion de la santé, ainsi que la mise en place d'un dispositif permanent d'alerte en milieu communautaire. La commune de Niki marque ainsi le point de départ de cette vaste action qui place davantage l'homme au cœur des priorités de santé. 6 communes sont retenues pour le compte de la première phase. Il s'agit de Niki, Kalale, Banikoara, Bembereke, Sinandé et Malanville. Au total, 1500 relais communautaires et 37 agents de santé communautaire qualifiés sont déployés pour la mise en œuvre de cette politique innovante. De son côté, le Soleil Bénin Info rapporte que le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Moubedji, a rencontré vendredi 9 juillet la presse nationale, représentée essentiellement par des journaux écrits. Entre autres sujets abordés, la nomination d'un banquier aux affaires étrangères, la révision de la carte diplomatique, la posture du chef de file de l'opposition, la 7e mandature de la Cour constitutionnelle dont les membres sont taxés de proches du pouvoir, la flambée du prix de l'essence, les coupures d'énergie électrique, la délimitation des frontières béninoises. Dans la suite, l'économiste du Bénin pense qu'il urge de bâtir des villes durables à travers de nouvelles stratégies d'urbanisme intégrées et vertes telles que le recommande la Banque mondiale dans un contexte de démographie galopante et de réchauffement climatique. À l'horizon 2050, près de 70% de la population mondiale vivra dans les villes, soit une hausse de 2,5 milliards de citadins. Selon le rapport « Rendre les villes vertes, résilientes et inclusives dans un climat changeant » publié par la Banque mondiale. Avec 950 millions de personnes en plus, la population urbaine en Afrique subsaharienne atteindrait 1,26 milliard d'habitants, indique le document. Le matinal annonce qu'une première vague de pèlerins béninois a pris départ de l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti de Cotonou le dimanche 11 juin 2023 pour l'Arabie Saoudite. À bord de l'avion, 306 pèlerins, dont un bébé, ont été dénombrés. Avant leur départ pour la Mecque, le ministre des Affaires étrangères, président du comité d'orientation et de supervision du Hajj, Olusegun Adjadi Bakari, les a rassurés des dispositions prises par le gouvernement en vue du bon déroulement du pèlerinage. Le président du comité d'orientation et de supervision du Hajj a demandé aux pèlerins de prier pour le Bénin et le chef de l'État Patrice Talon et de se conformer aux prescriptions
des autorités saoudiennes au cours de leur séjour à la Mecque. En sport, Visa Info informe qu'au détour du 18e congrès de la Fédération internationale de basketball qui s'est tenu du 9 au 10 juin 2023 à Maputo et qui a connu l'élection du Guinéen Fodé Camara Condé pour le compte de FIBA Afrique, la béninoise Célestine Dianon, membre de FIBA Afrique depuis 8 ans et FIBA Monde depuis 9 ans, a annoncé son retrait. L'ancienne présidente de la Fédération béninoise de basketball arrête ainsi sa carrière internationale. Dans un message empreint d'émotion et de fierté, l'ancienne directrice de la SBEE et ancienne édile de la cité de Kwassé comme de Ouida a remercié Alphonse Bilé pour la confiance placée en elle durant toutes ces années. Merci d'avoir suivi la revue de presse. Voilà, vous avez suivi donc la revue de presse d'Asiongo Kanya Siongo qui doit mettre un terme à ce numéro de votre émission Actu Matin de ce lundi 12 juin 2023. On devrait avoir en ligne au téléphone Séverin Merkouenou qui est directeur départemental de l'OME au niveau donc l'enseignement secondaire pour nous dire comment est-ce que le BPC a démarré, notamment au niveau de ce département, quelques difficultés à le joindre, certainement pris dans la chaleur du déroulement de cet examen puisque nous sommes justement au tout premier jour. Ce sera partie remise. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Je vous rappelle l'actualité à garder à l'esprit. Le BPC a démarré ce matin sur l'ensemble du territoire national. À 13h, déjà, Canatra va vous rendre compte de l'essentiel à retenir au cours du lancement donc, de cet examen. Et puis, dans les éditions suivantes, les autres détails à avoir. Quant à nous, Actu Matin, on revient demain matin à partir de 6h30. Pour d'autres actualités, d'autres rubriques. On sera mardi avec la rubrique santé de Zakiat Latondi. D'ici là, vous portez très bien. Vous passez une très bonne journée.